Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'obtention des plantes OGM. Alors depuis des milliers d'années, l'homme réalise entre guillemets des OGM puisqu'il modifie la nature en réalisant des hybridations pour obtenir des variétés élites. Cependant, depuis maintenant quelques années, on est capable d'aller encore plus vite en utilisant le génie génétique et le transfert de gènes d'intérêt. Alors, quel est le principe? L'idée, c'est d'utiliser l'universalité du code génétique et de la molécule d'ADN pour prendre un gène d'intérêt, ici en rouge, donc un gène qui va apporter une qualité nouvelle à une plante, et l'installer dans une autre espèce, donc par exemple chez le maïs. L'idée donc, c'est que la plante de maïs fabrique une protéine qu'elle ne fabriquait pas avant et qui lui donne un avantage par rapport à la plante non modifiée. Donc par exemple, le maïs est attaqué par un insecte qu'on appelle la pyrale du maïs, qui pond ses œufs sur les feuilles et qui va attaquer, manger depuis l'intérieur le maïs. Comme la pyrale est à l'intérieur du maïs, elle est souvent protégée contre les aspersions d'insecticides que l'on peut réaliser, et voici à quoi ressemble un champ de maïs attaqué par la pyrale. Donc, comment lutter contre cette pyrale grâce aux OGM? Eh ben, on connaît une bactérie, la bactérie Bt, qui fabrique une protéine qui est toxique pour les larves de pyrale et qui est, on va dire, une protéine insecticide. Or, cette protéine est fabriquée par un gène. Donc, on va donc prélever ce gène d'intérêt et on va l'intégrer dans une construction génétique en l'associant à ce qu'on appelle un gène de sélection ou gène marqueur. Une fois que j'ai fabriqué ma construction génétique avec le gène d'intérêt et le gène marqueur, je vais le multiplier en l'insérant dans une bactérie et ensuite je vais récupérer donc des millions de copies de ce gène. Et ce gène, je vais essayer de l'installer dans les cellules de maïs. Pour cela, je peux utiliser une autre bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens, qui a la capacité naturelle d'infecter le génome des cellules de maïs par son ADN. Donc, lorsqu'elle n'est pas modifiée, Agrobacterium tumefaciens crée ce qu'on appelle la gale du collet, une espèce de cancer, en insérant l'ADN T au niveau du génome de la cellule de maïs. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé l'ADN T de le plasmide bactérien, on a inséré notre construction génétique et notre Agrobacterium tumefaciens va tout simplement insérer la construction génétique et le gène d'intérêt dans les cellules du maïs. D'autres méthodes sont les méthodes mécaniques avec des bombardements de microparticules et ou de l'action du PEG ou de l'électroporation qui ont pour but de faire que l'ADN rentre mécaniquement dans le génome de la cellule du maïs. Alors c'est un peu plus compliqué, mais ça marche quand même. Une fois qu'on a réalisé la transformation des cellules, il faut vérifier que le gène d'intérêt fonctionne dans la cellule cible. Pour cela, on l'avait associé à un gène de sélection qui était un gène de résistance à un antibiotique ou un gène de résistance à un herbicide. Donc en appliquant l'antibiotique ou l'herbicide, les cellules qui ont été transformées ne vont pas être affectées. Les cellules qui n'ont pas été transformées vont mourir, donc seules les cellules végétales transformées vont se développer et on va donc obtenir des cellules qui ont intégrer le gène d'intérêt. Alors ensuite, on va se débrouiller et par rétrocroisement, hybridation, on va pouvoir fabriquer donc la fameuse variété transgénique. Donc chez le maïs, la variété qui va être protégée contre la pyrale du maïs. Les domaines d'application de la transgénèse sont aujourd'hui très nombreux. Dans l'agronomie, donc on peut donner une résistance aux insectes, aux maladies, aux herbicides, grâce à l'insertion de gènes. Dans l'alimentation, on peut augmenter les qualités nutritionnelles. Donc, par exemple, le fameux riz doré qui fabrique la vitamine B1 absente normalement dans le riz. On peut aussi, dans l'industrie, augmenter la production pour les pâtes à papier, les huiles industrielles, etc. Et puis dans la santé, en prenant le gène de l'insuline humaine qu'on a inséré chez les bactéries, on fabrique aujourd'hui de l'insuline à très bas prix, alors qu'avant, ce médicament était très coûteux. On fabrique aussi des vaccins ou tout type de protéines humaines grâce aux bactéries. Alors pourquoi, si les OGM ont autant d'applications bénéfiques, y a-t-il autant d'associations en France et en Europe qui sont contre les OGM? La première cause, c'est que par exemple, les cultures de soja ici qui sont résistantes aux herbicides, les agriculteurs vont profiter pour asperger de grandes quantités d'herbicides sur ces cultures de soja, et donc la contamination des sols et des nappes phréatiques a augmenté dans les zones où où on produit des OGM. D'autres petits inconvénients, c'est que le marché des semences et de l'agrochimie sont tenus par les mêmes entreprises. On s'aperçoit que ceux qui fabriquent les semences fabriquent aussi les insecticides ou les herbicides. On remarque qu'aujourd'hui, Monsanto et Bayer se sont
ont fusionné et donc sont devenus un acteur très important de ce marché. Enfin, aujourd'hui, de très nombreuses compagnies utilisent des OGM, que ce soit dans l'élaboration de leurs produits ou les cultures OGM servent aussi beaucoup pour nourrir les animaux. Alors, est-ce vraiment mauvais pour la santé? Aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré que les OGM sont mauvais pour la santé. Mais, comme on dit, tant que ça pousse, ça peut pas faire de mal, même si on utilise de plus en plus grande quantité de Roundup, par exemple, de Monsanto.